Il est temps de vous présenter, même si ce n'est pas vraiment nécessaire, Muriel Salmona, qui est présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Alors Muriel, psychiatre, psychotraumatologue, depuis 20 ans, tu reçois des patientes qui ont été victimes de violences sexuelles, souvent à répétition, dans l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, dans la prostitution, et qui, le plus souvent, n'ont jamais été prises en charge. Et du coup, elles ont développé ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Sur ton blog, dans tes interventions, dans tes formations, tu mènes un travail sans relâche pour dénoncer l'état de fait que les victimes n'ont jamais été prises en charge. Et je devrais même dire, et ce que tu dis toi-même, aller plus loin, c'est un scandale humain et politique et de santé publique. Un scandale du silence autour des violences et donc de leur impunité, mais aussi le scandale de l'absence de soins proposés aux victimes. Un scandale d'autant plus grand qu'on l'a bien entendu avec l'exposé au départ du professeur Croc. C'est quelque chose qu'on connaît maintenant depuis plusieurs dizaines d'années et pour autant, il n'y a pas encore, et loin de là, suffisamment qui est fait. Donc c'est clairement de volonté politique dont nous avons besoin. Une volonté politique qui devrait être assez évidente, celle de ne pas laisser les victimes survivre seules, comme tu le disais récemment. Je reprends un petit peu tout ce qui a été dit là précédemment et la présentation de Sandrine pour dire qu'effectivement, on est dans une situation vraiment scandaleuse. C'est-à-dire qu'actuellement, depuis maintenant très longtemps, le professeur Croc nous l'a dit, on a des connaissances qui permettent de prendre en compte, de réaliser la gravité des conséquences des violences sur les personnes et sur leur intégrité. Donc on sait à la fois à quel point les violences sont présentes, de plus en plus. Il a fallu du temps parce qu'on ne voulait pas les voir et on ne voulait pas voir justement les violences qui avaient le plus d'impact psychotraumatique sur les personnes. C'est-à-dire que les violences qui s'effectuent à l'intérieur de la famille, à l'intérieur du couple, par des proches, que la société vraiment essaye de cacher en quelque sorte, que tout le monde essaye de cacher. Donc depuis maintenant, disons, un certain nombre d'années, depuis grâce aux luttes féministes, grâce à toutes les luttes aussi contre la maltraitance faite aux enfants, on prend conscience enfin de la gravité de ces violences, de leur réalité et de leurs conséquences. Mais ça passe mal, ça ne passe pas, ça ne suit pas. Donc en fait, on entend un petit peu ces chiffres. Ernestine René nous a donné des chiffres sur les violences faites aux femmes. Sur les violences faites aux enfants, les maltraitances, les chiffres sont énormes. On parle d'une femme qui meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint, une femme tous les 2 jours et demi. Mais d'après les éléments qu'on a en main pour l'instant, mais on a du mal parce que ce n'est pas répertorié, mais on pense que c'est 2 enfants par jour qui mourraient dans le cadre de violences intrafamiliales. On va en parler ensuite des éternels oubliés. Et c'est les plus petits qui sont souvent les plus exposés à des violences extrêmes. Donc on sait par exemple qu'il y a 190 000 viols par an grâce aux études de victimation qu'il y a maintenant. Mais c'est au moins 60% sur des mineurs. Donc c'est les enfants, là aussi, qui sont les plus exposés. Donc c'est toute cette réalité-là. C'est les personnes handicapées qui subissent 3 fois plus de violences. 70%, Maudy Pio nous en parlera, des personnes handicapées ont subi des violences dans leur vie. C'est toutes les personnes qui sont en situation de discrimination, de marginalisation, en situation d'être rejetées plus ou moins par cette société ou d'être considérées en position d'infériorité par rapport à une société inégalitaire qui vont en fait être l'objet, ils vont subir ces violences-là. Et en plus, non seulement ils subissent des violences dans des zones qui sont vraiment des zones de non-droit, où la justice intervient malheureusement encore très peu, et en plus, ils sont soumis à une loi du silence. On les empêche de parler.
Loi du silence, bien entendu, imposée dès le départ par l'auteur des violences, par l'agresseur, qui va menacer la victime, qui va l'empêcher de parler, qui va la culpabiliser, qui va lui faire honte, vous avez vu les phrases assassines peut-être qui ont circulé au départ, qui va lui faire croire qu'elle mérite ces violences-là, que c'est de sa faute, que de toute façon, si elle parle, il va arriver des catastrophes. Donc les victimes sont sous le silence et on va les retrouver comme ça, abandonnées, à devoir elles-mêmes mettre en place leur propre stratégie de survie. Survie parce qu'il va falloir qu'elles se protègent elles-mêmes de violences et survie ensuite par rapport aux conséquences psychotraumatiques qui vont vraiment les handicaper, qui vont peser lourdement sur leur vie et qui vont même transformer cette vie souvent en un enfer parce qu'elles vont revivre à répétition, comme nous l'a expliqué aussi le professeur Kroc, c'est par des flashbacks, par cette mémoire traumatique qui va revenir les hanter. Donc en fait, notre combat, c'est d'enfin faire en sorte que cette société prenne en compte la réalité de ces violences, qu'elle voit où elles se produisent le plus, qu'elle ne laisse plus des zones de non-droit en termes justement de droit à la sécurité, d'atteinte à l'intégrité physique et psychique s'exercer dans des milieux comme la famille, le couple, et puis qu'elle prenne en compte, qu'elle secourt ces victimes. C'est quand même le minimum qu'on puisse demander à une société, qu'elle soit solidaire, qu'elle secourt, qu'elle protège les victimes et qu'elle les prenne en charge, qu'elle les soigne et qu'elle les répare aussi. On est dans une situation, comme je le dis souvent, comme si quelqu'un qui se fait renverser par un camion se retrouve sur le bord de la route, personne ne la regarde, personne ne se préoccupe d'elle, elle doit rentrer en rampant comme elle peut chez elle et elle doit se réparer toute seule. Et au bout du compte, elle va peut-être en mourir ou elle va avoir de lourds handicaps et au bout du compte, on va lui renvoyer, on va même en fait lui demander des comptes sur ses handicaps. Mais pourquoi tu n'es pas capable de marcher droit? Pourquoi tu te plains? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est contre cet abandon qu'on lutte. Vous le savez, moins de 10% des victimes de violences conjugales portent plainte, moins de 8% des victimes de viol portent plainte, 2% des victimes de viol conjugal portent plainte, et 2% aussi des victimes de viols intrafamiliaux portent plainte. Donc on est vraiment très très loin du compte. 20% seulement des victimes vont parler à des professionnels. Donc il faut absolument qu'on ne laisse plus toutes ces victimes à l'abandon. Il faut aller vers elles, il faut aller les chercher. Il ne faut pas leur dire uniquement parler. Parce que d'abord, elles sont menacées, donc parler, c'est très difficile. Ensuite, elles sont avec des troubles psychotraumatiques, comme on va le voir, qui vont les empêcher de pouvoir parler ou qui vont générer une difficulté dans le fait de se remémorer les violences qu'elles ont subies. Donc, il faut aller les chercher. Et nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on demande à tous les professionnels, particulièrement aux médecins, de poser la question systématiquement. Avoir subi des violences, particulièrement dans l'enfance, c'est un des déterminants principaux de la santé, même 50 ans après, s'il n'y a pas de prise en charge efficace. Donc ça va peser non seulement sur la santé mentale, avec plein de troubles, des angoisses à répétition, des risques suicidaires, des conduites à risque que l'on va voir, mais aussi sur la santé physique, somatique, au niveau de cardiovasculaire, pulmonaire, digestif. Enfin, on peut passer à peu près en revue toute la médecine entière. C'est un des déterminants principaux de la santé, mais les médecins ne sont pas formés à prendre en charge les victimes de violences. Ils ne sont pas formés à la psychotraumatologie. Ils ne connaissent pas ni les mécanismes, ni le traitement de ces troubles. Et c'est là qu'on veut que ça change. Et il faut que tout le monde, en fait, s'investisse pour ce changement. C'est vraiment une révolution qu'il faut mettre en place dans la vision des choses. On arrête d'abandonner les victimes, on arrête de les laisser survivre seules à l'abandon. Alors, pourtant, on en sait beaucoup plus, je vous l'ai dit, sur la réalité des violences. Pourtant,
On en sait beaucoup plus sur l'impact de ces violences sur la santé. On connaît les troubles psychotraumatiques depuis très longtemps, on les a très bien définis depuis les années 80, et depuis les années 80, il y a eu des quantités énormes d'études, de recherches, pour voir l'impact sur la santé de ces violences, et pour voir aussi tous les mécanismes neurobiologiques qui sont en cause. Donc on connaît non seulement les causes, mais les mécanismes et les conséquences. Donc on connaît tout, et on sait traiter. La mémoire traumatique, ça se traite. La violence, ça génère effectivement un enfer parce qu'on revit continuellement ces violences pendant des années, des dizaines d'années, mais on sait le traiter. Et plus on intervient tôt, plus le traitement est efficace. Donc vous voyez un petit peu la situation. La mémoire traumatique est au cœur de toutes les conséquences psychotraumatiques. C'est elle qui se traite, c'est elle qui doit être prise en charge. Alors, je vais vous faire rapidement, pour un petit résumé un petit peu des mécanismes. On sait que les violences entraînent des atteintes neurologiques qui sont visibles sur des IRM, sur des examens, donc scanner IRM. On sait qu'il peut même y avoir, quand les violences sont commises dans l'enfance, des structures cérébrales qui ne vont pas se développer normalement au niveau cortical, au niveau du cortex. On sait qu'il peut y avoir même des conséquences épigénétiques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, par rapport à la tolérance et à la sensibilité au stress, qui vont du coup passer de génération en génération. On sait que ça va avoir un impact très lourd sur la mémoire, avec des troubles de la mémoire très importants. On l'a vu, mémoire traumatique d'un côté, mais amnésie. On sait que des enfants qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance, grâce à des études prospectives, on a pu voir qu'autour de 40%, il y a eu plusieurs études sur des centaines et centaines de personnes qui avaient subi des violences dans l'enfance, qui avaient été prises en charge très ponctuellement et qu'on reprend 17 ans ou 20 ans après. On sait que 40%, environ 38 et 40% dans les deux grandes études William et Wyndham, on sait que les personnes sont totalement amnésiques de ces faits, mais ont toutes les conséquences psychotraumatiques. Donc, et elles vont possiblement avoir des réminiscences à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est le problème de la prescription. Vous savez que demain, peut-être, il y a une cour de cassation qui va justement, avec une victime de violence dans l'enfance, de viol dans l'enfance, avec des faits prescrits, vous savez, c'est 20 ans après la majorité, les faits sont prescrits, et elle dit que, en fait, la prescription devrait commencer, ça c'est les avocats, à partir du moment où elle se remémore des faits. Puisque la prescription, c'est normalement, on reverra avec Françoise Guillot, qui est vice-procureure, mais normalement, c'est à partir du moment où on a subi des faits, si on a un certain temps pour porter plainte. Mais encore faut-il les connaître, ces faits. Si on ne les connaît plus, si on ne les connaît pas, on ne peut pas porter plainte. Voilà. Alors, donc ça, c'est dans l'ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Quand on est confronté à des violences, ça génère un état de stress. Normalement, on contrôle ce stress grâce à une analyse des violences. Une analyse, on fait fonctionner en fait son cerveau pour comprendre, pour analyser, pour trouver des solutions. Et à ce moment-là, on va essayer les dessins. La petite structure qui est responsable du stress, c'est l'amygdale cérébrale. C'est elle qui va fabriquer des hormones de stress, adrénaline, cortisol.